Cette souillon ne sait rien faire correctement. Ma belle-mère a humilié sa belle-fille devant tous les invités à la fête, honnêtement, oubliant commodément que son propre fils sans emploi vivait dans l'appartement de cette même belle-fille. Mais après 3 ans d'humiliation, la belle-fille a décidé de riposter durement. Tout le monde s'est figé. La pièce est devenue complètement silencieuse, et je veux dire complètement, comme si quelqu'un avait appuyé sur le bouton muet pour les 47 personnes présentes dans le jardin de Linda avec leurs assiettes en carton et leurs gobelets en plastique. Chaque tête s'est tournée vers moi. J'ai senti la chaleur me monter au cou avant même d'avoir entièrement assimilé ce qui venait d'être dit. Cette souillon ne sait rien faire correctement. Je ne sais pas comment mon fils la supporte. Vraiment pas. Ces mots, la voix de Linda, forte, claire et absolument intentionnelle. Elle ne chuchotait pas à une amie. Elle ne se défoulait pas en privé. Elle se donnait en spectacle, debout juste à côté de la table des boissons dans son chemisier à fleurs et ses cheveux fraîchement méchés, tenant un verre de vin blanc et souriant à la foule comme si elle venait de dire la chose la plus drôle du monde. Je tenais un plateau de mimosa que j'avais passé 2 heures à préparer ce matin-là. Mes mains se sont mises à trembler. Pas de colère, pas encore. D'humiliation pure et brute. Le genre qui vous frappe à l'estomac avant même que votre cerveau ne comprenne. Je veux que vous compreniez quelque chose avant que je vous raconte le reste de cette histoire. Je vivais avec l'ombre de cette femme sur ma vie depuis 3 ans. 3 ans de petites piques, de compliments déguisés, de silences lourds de sens lors des dîners du dimanche. Mais ceci, c'était différent. C'était le moment où elle a décidé d'arrêter de cacher ce qu'elle pensait de moi, et elle a choisi la scène la plus publique qu'elle pouvait trouver pour le faire. Ce qu'elle a commodément oublié de mentionner, ce qu'aucune de ces 47 personnes ne savait alors qu'elle me fixait avec leurs airs apitoyés et leurs sourires gênés, c'est que son précieux fils, Brandon, vivait sans payer de loyer dans mon appartement depuis 14 mois. Mon appartement. Celui que je payais. Celui que je nettoyais, entretenais et pour lequel je payais les factures pendant qu'il réfléchissait à sa prochaine étape. Mais je m'avance. Laissez-moi vous ramener là où tout a réellement commencé. Parce que la fête n'était pas le début. C'était juste le moment où tout a finalement éclaté. 3 ans avant que Linda ne m'humilie devant la moitié du quartier, j'étais sincèrement heureuse. Je sais que cela ressemble à quelque chose que les gens disent juste avant une histoire de catastrophe, mais je le pense de la manière la plus ordinaire et la moins spectaculaire possible. Je ne vivais pas une vie de rêve. J'étais juste contente, stable, en train de construire quelque chose de réel. Je m'appelle Ashley. J'avais 28 ans quand j'ai rencontré Brandon lors du dîner d'anniversaire d'un ami commun à Chicago. Il était charmant de cette manière facile et sans effort que certains hommes ont. Beau sans être arrogant, drôle sans trop en faire, attentif d'une manière qui vous faisait sentir comme la personne la plus intéressante de la pièce. Il travaillait dans la vente pour une entreprise technologique de taille moyenne, gagnait bien sa vie, avait son propre appartement à Wicker Park. Sur le papier et en personne, il semblait être exactement ce que j'avais espéré trouver après 2 ans de bêtises épuisantes sur les applications de rencontres. Je m'en sortais bien à cette époque. J'avais passé 4 ans à trimer dans une agence de marketing, j'avais été promue directrice de clientèle senior, et 18 mois avant de rencontrer Brandon, j'avais fait quelque chose dont j'étais vraiment fier. J'ai acheté mon propre appartement, un 3 pièces à Logan Square. Pas immense, pas luxueux, mais à moi. J'ai versé $40 000 que j'avais économisés pendant 5 ans, j'ai signé mon nom sur les documents de l'hypothèque, et j'ai pleuré dans ma voiture après parce que je n'arrivais pas à croire que je l'avais vraiment fait. Mon score de crédit était de 741. J'avais un 401K avec un vrai solde. J'avais un compte d'épargne que j'alimentais réellement chaque mois. J'ai construit tout cela moi-même à partir de rien, sans aucune aide de mes parents qui étaient tous deux à la retraite et vivaient d'un revenu fixe dans l'Ohio. J'étais fier de chaque dollar. Brandon et moi sommes sortis ensemble pendant environ 8 mois avant que les choses ne deviennent sérieuses. Il était attentif. Il était amusant. Et il me donnait l'impression d'être une priorité. En y repensant, je peux voir les signes que j'ai manqués. La façon dont il esquivait quand on parlait d'argent. La façon dont il avait toujours une raison pour ne pas pouvoir diviser certaines dépenses en deux. Mais dans ces premiers mois, je trouvais des excuses. Il était généreux d'autres manières. Il se souvenait de choses que j'avais mentionnées en passant. Il était présent quand ça comptait. Sa mère, Linda, je l'ai rencontrée pour la première fois environ 4 mois après le début de notre relation.
Brandon nous a conduits à sa maison à Naperville, une belle maison coloniale dans un lotissement calme avec une association de propriétaires et un groupe Facebook de quartier qui avait certainement ses drames. Linda est venue à la porte dans un chemisier repassé, des perles, et un sourire qui atteignait ses yeux juste assez pour paraître sincère. « Oh, Ashley, dit-elle en me serrant les deux mains. Brandon m'a tellement parlé de vous. Vous êtes ravissante. Je la trouvais merveilleuse. J'ai parlé d'elle à mon amie Megan sur le chemin du retour. Sa mère est en fait très gentille, ai-je dit, genre, sincèrement chaleureuse. J'étais si nerveuse et elle m'a tout de suite mise à l'aise. » Megan a haussé un sourcil. « Laisse le temps faire, a-t-elle dit. J'en ai ri. Megan avait ses propres drames compliqués avec sa belle famille, et j'ai pensé qu'elle projetait. La première année avec Brandon a été bonne. Nous avons trouvé un vrai rythme. Les week-ends chez moi ou chez lui, des voyages occasionnels, des dîners avec des amis. Il a rencontré mes parents pour Thanksgiving quand ils sont venus de l'Ohio. Mon père l'aimait bien. Ma mère était poliment réservée, ce qui était sa manière d'être. Brandon les a charmés tous les deux avec des histoires sur son territoire de vente et ses projets de passer éventuellement à la direction. Il semble motivé, a dit mon père tranquillement pendant que nous faisions la vaisselle après le dîner. Il l'est, ai-je dit, et je le croyais complètement. Linda nous a invités pour Noël cette année-là. Il y avait elle, Brandon, sa sœur aînée Jennifer, son mari Mike, et leurs 2 enfants. Une maison pleine, beaucoup de nourriture, un vrai Noël en famille. J'avais apporté un pain au canneberge et aux noix fait maison et une bouteille de vin que j'avais spécifiquement demandé à un sommelier de la section vin de Whole Foods de m'aider à choisir. Linda a déballé le pain, l'a regardé un moment, et l'a posé sur le comptoir sans commentaire. Elle a servi des petits pains du commerce avec le dîner. Le pain est resté là toute la soirée, intact. Je n'ai rien dit. Je me suis dit qu'elle n'avait peut-être tout simplement pas eu le temps de s'en occuper. Peut-être qu'elle avait des restrictions alimentaires que j'ignorais. Je me suis trouvé des excuses dans ma tête comme on le fait quand on veut vraiment que tout aille bien. Ta mère a aimé le pain, ai-je demandé à Brandon sur le chemin du retour. Il a haussé les épaules. Elle ne mange pas beaucoup de glucides. Elle aurait pu le dire. J'aurais apporté autre chose. Ne te prends pas la tête, H. Elle est juste difficile. Difficile. C'était le mot qu'il a utilisé. Et je l'ai gardé en mémoire et je suis passé à autre chose parce que tout le reste allait bien. Et je ne voulais pas être la petite amie qui fait toute une histoire pour rien. Brandon et moi avons emménagé ensemble 11 mois après avoir commencé à sortir ensemble, dans mon appartement. Son bail à Wicker Park se terminait et c'était logique. Mon appartement était plus grand. J'en étais propriétaire et nous étions sérieux. Il me payait un loyer, $900 par mois, ce qui était bien en dessous du prix du marché, mais je n'essayais pas de faire du profit sur mon petit ami. Nous partagions les courses et les charges. C'était comme un vrai partenariat. Ma mère pense que c'est un peu tôt, a mentionné Brandon nonchalamment un soir alors que nous déballions ses cartons. Comment ça, tôt? Nous sommes ensemble depuis presque 1 an. Elle pense juste, il s'est interrompu. Elle est vieux jeu. Elle pense que les gens devraient être fiancés avant d'emménager ensemble. Penses-tu que c'est trop tôt? Non, a-t-il dit en m'embrassant sur le front. Je pense que c'est parfait. Je me suis accroché à ça, et pendant un temps, ça l'était vraiment. Ce que je n'ai pas pleinement réalisé à l'époque, c'est que faire emménager Brandon signifiait quelque chose de très spécifique pour Linda. Cela signifiait que la vie de son fils était maintenant entre mes murs, sur mon hypothèque, dans mon espace. Et je pense que cela la dérangeait d'une manière qu'elle n'a jamais dite à voix haute, mais qu'elle a exprimée de 100 petites manières usantes au fil des mois qui ont suivi. Les commentaires ont commencé lentement, si lentement que pendant très longtemps, je ne pouvais sincèrement pas dire s'ils étaient intentionnels ou si j'étais trop sensible. Un sourcil levé quand je mentionnais ce que j'avais préparé pour le dîner. Un commentaire sur le fait que l'appartement était confortable sur un ton qui signifiait clairement un petit. Une question pour savoir si j'avais toujours le même travail, posé avec juste assez de pause avant toujours pour que ça pique. Et puis il y a eu cette fois, environ 8 mois après que Brandon a emménagé, où Linda est venue pour la première fois. J'avais nettoyé l'appartement de fond en comble, des fleurs sur la table, un vrai repas qui cuisait sur la cuisinière. J'étais nerveuse comme on l'est quand l'opinion de quelqu'un compte vraiment pour vous, même quand vous n'êtes pas sûr qu'elle le devrait. Elle est entrée,
a regardé lentement autour d'elle et a dit « C'est bien que tu aies réussi à t'en sortir, Ashley. C'est un agencement difficile. » Brandon a ri. J'ai souri. Mais quelque chose de froid s'est installé dans ma poitrine et n'est pas parti. Je me suis dit que ce n'était rien. Je me suis dit qu'elle s'habituait simplement à l'idée que son fils vive avec une femme qui n'était pas sa femme. Je me suis dit beaucoup de choses pendant ces mois. Le genre de choses que l'on se dit quand on essaie de maintenir quelque chose et qu'on ne veut pas regarder les fissures de trop près. Mais les fissures étaient là et elles s'élargissaient. Je ne pouvais simplement pas encore le voir. Pas clairement, pas entièrement, parce que j'étais encore profondément immergé dans la vie que j'avais construite, et je n'étais pas prête à admettre que quelqu'un à l'intérieur de cette vie essayait lentement, méthodiquement, de la démolir. C'est vers le 14e mois de la cohabitation avec Brandon que les choses à son travail ont commencé à mal tourner. Il avait des tensions avec son manager depuis un certain temps. Quelque chose à propos d'objectifs manqués et d'une restructuration. Et un mercredi soir, il est rentré tôt, s'est assis sur le canapé et m'a dit qu'il avait été licencié. Ils font toute une série de coupes, a-t-il dit. Ce n'est pas juste moi. 6 personnes de ma division. Je me suis assise à côté de lui. J'ai pris sa main. D'accord, ai-je dit, ça va aller. On va trouver une solution. Et je pensais chaque mot, parce que c'est ce que l'on fait. C'est ce qu'un partenaire fait. Ce que je ne savais pas, assise sur ce canapé à lui tenir la main dans mon appartement que je payais chaque mois, c'est que trouver une solution allait devenir entièrement, complètement et presque exclusivement mon problème à porter. Et que quelque part en banlieue, dans une maison coloniale à Naperville, une femme en perles décidait déjà exactement ce qu'elle pensait de moi. La fête était encore à 2 ans de là, mais le compte à rebours avait déjà commencé. Les mois qui ont suivi la perte d'emploi de Brandon ont été, d'une certaine manière, les plus révélateurs de toute ma relation avec lui. Non pas à cause de ce qu'il a fait, mais à cause de ce qu'il n'a pas fait. La première semaine, j'ai totalement compris. La deuxième semaine, je l'ai soutenu. Au 3e mois, je commençais à ressentir un bourdonnement d'anxiété bas et persistant que j'essayais constamment de chasser de mon esprit. Il postulait à des offres. Il disait qu'il avait des appels. Il disait qu'il y avait toujours une entreprise qui était presque prête à faire une offre ou un contact qui allait certainement aboutir. Il avait tout un vocabulaire de « presque », « bientôt » et « j'attends juste une réponse » qu'il déployait si couramment que je pouvais à peine déceler le schéma. Presque. Je payais l'hypothèque seule, 1400 $ par mois, plus les charges, plus les courses, plus l'assurance voiture que nous avions commencé à partager. Brandon avait arrêté de payer ses 900 $ de loyer vers le 2e mois de chômage. Et quand j'en ai parlé la première fois, il m'a regardé avec une expression que je ne peux décrire que comme sincèrement blessé. Je pensais que nous étions partenaires, a-t-il dit. Tu vas me faire payer un loyer alors que je traverse une mauvaise passe. J'ai reculé. Je me suis dit que c'était temporaire. Je me suis dit qu'un bon partenaire ne tient pas les comptes. Linda, pendant ce temps, appelait Brandon tous les jours, parfois 2 fois. Je le sais parce que je pouvais entendre sa voix changer quand elle appelait. Plus douce, plus détendue, comme un homme qui entrait dans une pièce où personne n'attendait rien de lui. Elle n'a jamais demandé comment j'allais. Elle n'a jamais demandé si j'avais besoin de quelque chose. Mais elle avait des opinions, apparemment, sur la façon dont je gérais la situation, parce que certaines de ces opinions me sont revenues par l'intermédiaire de Brandon, livrées nonchalamment comme s'il ne faisait que transmettre une information. Ma mère pense que peut-être la pression de l'appartement t'atteint. Il a dit ça un soir, environ 5 mois après le début de son chômage. Je faisais la vaisselle. J'ai arrêté de faire la vaisselle. La pression de l'appartement, ai-je répété. Comme la pression financière. Elle pense que ça pourrait te stresser. Je suis stressé, Brandon, parce que je paie pour tout. Elle pense juste que tu devrais peut-être envisager de refinancer ou quelque chose comme ça. Pour baisser tes mensualités. Je me suis retourné et je l'ai regardé, assis à la table de la cuisine avec son téléphone, et j'ai senti quelque chose changer dans ma poitrine. Pas de la colère exactement, plutôt de la clarté, une clarté froide et importune. Dis à ta mère, ai-je dit très prudemment, que je gérerai ma propre hypothèque comme je l'entends. Il a haussé les épaules et est retourné à son téléphone, et Linda a continué d'appeler, et j'ai continué de payer, et les mois ont continué de s'accumuler.
Au moment où nous avons atteint 14 mois de sa vie à mes dépens sans aucun revenu, j'avais vidé 11 000 $ de mon compte d'épargne. J'avais arrêté de contribuer à mon 401K pour combler le manque. Mon score de crédit était encore intact, mais de justesse. J'avais dû mettre 2 mois de course sur une carte de crédit parce que j'étais à court après que l'hypothèque ait été prélevée. Je travaillais plus longtemps pour essayer de compenser, rentrant à la maison épuisé. Et quelque part dans cet épuisement, j'avais perdu le fil de la raison pour laquelle je faisais tout ça. Et puis il y a eu la fête. La voisine de Linda, Carole, fêtait ses 60 ans, et Linda co-organisait avec une autre femme du quartier. C'était un samedi après-midi de juillet. Chaud, ensoleillé, une grande réception dans le jardin avec des tables pliantes, un traiteur et des guirlandes lumineuses qui n'étaient même pas encore allumées car il était 14 heures. Brandon et moi y sommes allés en voiture ensemble. J'avais passé 2 heures ce matin-là à faire des œufs mimosa à partir de rien parce que Brandon avait mentionné que Linda avait dit à Carole que j'étais censé être une bonne cuisinière et je voulais faire bonne impression. Je voulais que Linda soit fière de m'avoir là. Même à ce moment-là, même après tout, je voulais encore ça. J'ai apporté le plateau. Linda était à la table des boissons. Elle m'a vu passer le portail et quelque chose a traversé son visage. Une lueur de quelque chose que je ne pouvais pas nommer. Et puis elle a souri. Ashley, a-t-elle dit. Tu es venu. Je n'aurais pas manqué ça, ai-je dit. J'ai apporté des œufs mimosa. Elle a regardé le plateau. Comme c'est gentil, a-t-elle dit d'un ton qui faisait de gentil le mot le plus condescendant de la langue anglaise. Pendant la première heure, tout était superficiellement bien. J'ai parlé à Jennifer, la sœur de Brandon, qui était toujours agréable de cette manière non engagée qu'elle avait, assez amicale pour qu'on ne puisse pas la qualifier de froide, assez distante pour qu'on n'ait jamais l'impression de la connaître. J'ai rencontré Carole, la femme qui fêtait son anniversaire, qui était sincèrement adorable et m'a remercié 3 fois pour les œufs mimosa. J'ai tenu mon assiette en carton, j'ai fait la conversation et j'ai essayé de profiter de l'après-midi. Et puis Linda s'est ressaisie à la table des boissons et a dit, fort et clair, à personne et à tout le monde. Cette souillon ne sait rien faire correctement. Je ne sais pas comment mon fils la supporte. Vraiment pas. Le silence qui a suivi était du genre à avoir un poids. 47 personnes et pas une seule n'a fait de bruit. J'ai senti mes mains commencer à trembler autour du plateau que je tenais encore. J'ai senti la chaleur me monter au visage. J'ai regardé Brandon, debout à peut-être 2,5 mètres de moi, et je l'ai vu baisser les yeux sur son gobelet. Il a baissé les yeux sur son gobelet. C'était ça le moment, pas les mots de Linda. Cela n'était que l'allumette. Ce qui a mis le feu aux poudres, c'est de voir Brandon baisser les yeux sur son gobelet et ne dire absolument rien. J'ai posé le plateau sur la table la plus proche, lentement, prudemment, comme on bouge quand on a les mains qui tremblent et qu'on ne veut pas que quelqu'un le voie. Et j'ai dit d'une voix beaucoup plus stable que ce que je ressentais, excusez-moi juste une minute. J'ai marché jusqu'à l'autre bout du jardin, j'ai sorti mon téléphone et j'ai envoyé un texto à ma meilleure amie, Megan, 5 mots. J'ai besoin que tu m'appelles. Elle a appelé en moins de 2 minutes. Je suis passé par le portail latéral pour aller dans l'allée, et je lui ai parlé pendant 8 minutes. Je n'ai pas pleuré. J'avais dépassé le stade des larmes. Je lui ai raconté exactement ce qui venait de se passer, et elle a écouté. Et quand j'ai eu fini, elle a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Ashley, tu portes cet homme dans ton appartement depuis plus d'1 an. Sa mère vient de te traiter de souillon devant 50 personnes, et il n'a pas dit un mot. Qu'est-ce que tu attends? Je suis resté sur cette allée dans la chaleur de juillet, et j'ai pensé à mon compte d'épargne, à mon 401K, à mon hypothèque que j'avais signée seule, aux 40 000 $ que j'avais économisés pendant 5 ans et que j'avais mis en apport pour cet appartement. Et j'ai pensé à Brandon qui baissait les yeux sur son gobelet. Rien, ai-je dit. Je n'attends plus rien. Je suis retourné à la fête. J'ai marché droit vers l'endroit où se tenait Linda, qui discutait maintenant avec 2 femmes que je ne connaissais pas, un verre de vin frais à la main, l'air parfaitement à l'aise. J'ai attendu une pause d'1 seconde dans la conversation, puis j'ai dit, assez clairement pour que le groupe d'invités environnants entende, Linda, je veux m'assurer que je vous ai bien comprise. Vous m'avez traité de souillon devant tout le monde ici parce que, quoi exactement? J'ai fait des œufs mimosa qui n'étaient pas à votre goût? Parce que j'aimerais savoir à quel standard vous me mesurez. Elle a cligné des yeux. Les 2 femmes avec qui elle parlait sont devenues très immobiles.
Ashley, je ne faisais que. Je n'ai pas fini, ai-je dit. Ma voix était calme. Je ne m'étais jamais senti aussi calme de ma vie, et c'était en quelque sorte plus terrifiant que la colère ne l'aurait été. Je veux que ces gens sachent quelque chose, puisque vous semblez aimer partager des informations publiquement. Votre fils, que vous défendez en ce moment, vit dans mon appartement. Mon appartement, celui que je possède, celui dont je paie l'hypothèque chaque mois, depuis 14 mois, sans contribuer un seul dollar au loyer. J'ai dépensé plus de 11 000 $ de mes économies personnelles pour payer les factures et mettre de la nourriture dans le réfrigérateur pour l'homme qui vous préoccupe. Alors, quand vous vous tenez ici et que vous me traitez de souillon devant les invités de Carole, je veux sincèrement comprendre ce que je fais de mal, parce que de mon point de vue, j'ai tout fait correctement. Je l'ai juste fait pour 2 personnes au lieu d'une. Le silence cette fois-ci était différent du premier. Le premier silence était dû au choc de la cruauté de Linda. Celui-ci était tout autre chose. J'ai vu Jennifer, de l'autre côté du jardin, s'immobiliser, son verre à mi-chemin de sa bouche. J'ai vu Carole, la femme qui fêtait son anniversaire, regarder Linda avec une expression que je ne peux décrire que comme une réévaluation. Le visage de Linda avait pris une teinte particulière de rose. C'est une affaire privée, dit-elle, la voix baissant. On ne lave pas son linge sale en public. C'est vous qui avez commencé, ai-je dit. Vous l'avez rendu public à la seconde où vous l'avez dit à voix haute à 40 personnes. Je ne fais que fournir le contexte. Brandon est apparu à mon coude. H, pouvons-nous juste. Je pars, ai-je dit. Je vais prendre un Uber. Nous pourrons parler quand tu rentreras à la maison. Ou pas. Je n'ai pas encore décidé. J'ai pris mon sac à main, l'invitation de Carole, et je suis sorti par le portail d'entrée. Dans le Uber, sur le chemin du retour vers Logan Square, j'ai de nouveau envoyé un texto à Megan. Je rentre à la maison. J'ai besoin de toi demain matin. Apporte du café. Elle a répondu 3 mots. Je serai là. Cette nuit-là, seul dans mon appartement, et il était très spécifiquement le mien, d'une manière que je n'avais jamais ressentie aussi intensément. Je me suis assise à ma table de cuisine et j'ai fait une liste. Pas une liste dramatique, une liste pratique. J'ai listé chaque dollar que j'avais dépensé pour Brandon depuis qu'il avait perdu son travail. Les découverts de l'hypothèque que j'avais couvert, les courses, les charges, l'assurance voiture, les 340 $ que j'avais dépensés pour son dîner d'anniversaire en avril parce qu'il disait qu'il voulait faire quelque chose de bien mais ne pouvait pas se le permettre. Le total s'élevait à 14 230 $. J'ai regardé ce nombre pendant longtemps. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai cherché un avocat spécialisé en divorce. Nous n'étions pas mariés, évidemment, mais j'ai cherché quand même parce que ce dont j'avais réellement besoin, c'était un avocat spécialisé en droit des locataires et un avocat en immobilier, et je voulais connaître exactement mes options avant que Brandon ne franchisse cette porte. Il est rentré vers 21 h. Il s'est assis sur le canapé et il a dit, « Tu as embarrassé ma mère. » Je l'ai regardé de l'autre côté de la pièce. Brandon, ai-je dit, j'ai besoin que tu trouves un autre endroit où vivre. Je te donne 30 jours. Il m'a dévisagé. Tu es sérieuse en ce moment? Je n'ai jamais été aussi sérieuse de toute ma vie. Tu ne peux pas simplement me mettre à la porte, H. Je possède cet appartement. Tu n'es pas sur le bail. Tu as arrêté de payer le loyer il y a 8 mois. 30 jours, c'est généreux, et je le pense sincèrement. Il a dormi dans la 2e chambre cette nuit-là. Il a appelé Linda. Je pouvais l'entendre parler à voix basse derrière la porte fermée. J'ai mieux dormi que je ne l'avais fait depuis des mois. Megan est venue le lendemain matin avec 2 grands cafés et son air pragmatique. Je lui ai montré la liste. Elle a regardé le nombre en bas et a posé son café très délicatement. Tu dois obtenir ça par écrit, a-t-elle dit. Envoie-lui un texto à ce sujet. Mets-le par écrit quelque part. Il ne va pas me rembourser. Non, a-t-elle dit, mais tu voudras une trace de ce qui s'est passé ici pour ta propre santé mentale et peut-être pour d'autres raisons plus tard. Elle avait raison. Cet après-midi-là, j'ai envoyé à Brandon un texto qui exposait tout. Pas émotionnellement, juste factuellement. Les dates, les montants, le total. Il l'a lu et n'a pas répondu pendant 6 heures. Quand il l'a fait, c'était 3 mots. Ce n'est pas juste.
J'en ai fait une capture d'écran et je l'ai enregistré sur mon Google Drive. Il est parti en 28 jours. Linda est venue l'aider à déménager. Je n'étais pas à la maison quand c'est arrivé parce que Megan m'avait très sagement suggéré de trouver un autre endroit où être. Ils ont pris les affaires de Brandon et sont partis. Je suis rentré dans une deuxième chambre qui avait besoin d'être aérée et une salle de bain qui avait la trace de sa crème à raser sur l'étagère. Et j'ai tout nettoyé de fond en comble en environ 3 heures. Et quand j'ai eu fini, je me suis assise sur mon canapé dans mon appartement propre, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis très longtemps. Je me sentais moi-même. L'histoire n'a pas de fin dramatique au tribunal ou de moment viral qui a explosé en ligne. Ce qu'elle a, c'est ceci. 3 mois après le départ de Brandon, Jennifer, sa sœur, m'a contacté. Nous nous sommes vus pour un café, ce qui m'a surprise. Elle a dit, « Je veux que tu saches que ce que ma mère a dit à cette fête était mal. Et je veux que tu saches que je le lui ai dit directement. » Elle a fait une pause. Elle ne l'a pas bien pris, mais je l'ai dit. Je l'ai remercié. Je le pensais. Ce n'étaient pas des excuses de Linda. Je n'en ai jamais eu et j'ai arrêté de les attendre. Mais c'était quelque chose. C'était quelqu'un dans cette famille qui regardait ce qui s'était passé lucidement. J'ai remis 700 $ dans mon 4 cents un cas le mois suivant. Puis 8 cents. J'ai reconstitué mon compte d'épargne au cours de l'année suivante. Mon score de crédit est remonté à 758. J'ai eu une promotion à l'agence, directrice principale, avec un salaire qui donnait à mon moi de 32 ans le sentiment que toutes ces années de labeur avaient réellement signifié quelque chose. Je vis toujours dans mon appartement à Logan Square. J'ai refait le parquet de la deuxième chambre et l'ai transformé en bureau à domicile. Il y a des plantes sur le rebord de la fenêtre. C'est calme et c'est à moi. Et chaque mois, lorsque l'hypothèque est prélevée, je ressens quelque chose proche de la satisfaction. Linda, d'après ce que j'ai entendu par le biais de connaissances communes, a raconté sa version de cette fête pendant des mois après. Dans sa version, j'avais eu une crise de nerfs et j'avais fait une scène. Ce n'est pas grave. Les gens qui étaient là savent ce qui s'est réellement passé. Carole m'a envoyé une carte d'anniversaire en décembre, une femme que j'avais rencontrée une seule fois, et dedans elle a écrit « Vous vous êtes comporté avec plus de grâce que la plupart des gens n'auraient pu le faire. Je vous souhaite une merveilleuse année. » J'ai toujours cette carte sur mon réfrigérateur. Voici ce que je sais maintenant que je ne comprenais pas entièrement à l'époque. Certaines personnes vous traiteront de souillon parce que l'alternative est d'admettre que c'est vous qui tenez tout ensemble. Linda ne pouvait pas dire « Mon fils a des difficultés et cette femme le porte. » Parce que cela l'aurait obligé à regarder Brandon honnêtement. Il était plus facile de me rabaisser. Il est toujours plus facile de donner à la personne qui fait le travail l'impression qu'elle le fait mal. Je ne suis pas petite. Je ne l'ai jamais été. J'ai juste oublié ça pendant un petit moment. Je ne l'oublierai plus.